Bien, je vais introduire notre webinaire d'aujourd'hui car il est l'heure de commencer la réunion à laquelle nous vous avons conviés. Donc, tout d'abord, je vous remercie de votre présence. Merci à tous nos clients qui sont avec nous aujourd'hui. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Emmanuel Nara, le fondateur de Haussmann Patrimoine, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine que j'ai créé il y a une vingtaine d'années. Une des facettes de notre métier, c'est de rencontrer beaucoup de sociétés de gestion, de banques, de banquiers privés, d'assureurs, d'asset managers en financier et en immobilier. Donc, on a beaucoup de rencontres et on souhaite partager avec vous quelques-unes de ces rencontres pour justement vous permettre d'accéder à ces informations et aussi de poser des questions en direct à nos interlocuteurs. Aujourd'hui, on a invité la société Edmond de Rothschild Rem, qui est une société du groupe Rothschild, qui est spécialisée dans l'immobilier au niveau européen. Et l'actualité qui nous a conduit à organiser ce webinaire, c'est la création d'une nouvelle SCPI, et qui est un petit événement. D'abord parce que à chaque fois qu'on crée un nouveau produit, c'est toujours un moment important, il y a toujours des choses intéressantes à dire, mais dans le contexte actuel, ça arrive dans une période où la remontée des taux, qui a été très forte ces derniers mois et sur toute l'année écoulée, a fortement pesé sur l'immobilier, qui traverse une zone de turbulence. C'est une situation qui n'est pas homogène sur le plan des actifs et sur le plan des pays en Europe. Et au niveau des véhicules d'investissement également, certaines SCPI souffrent alors que d'autres se portent bien. Et on constate même que dans cette période un peu compliquée, il y a beaucoup de SCPI qui se créent, puisque la création de cette SCPI chez Rothschild, c'est la 12e sur les 12 derniers mois. Donc on voit qu'il y a une activité intense, il y a sans doute des opportunités qui justifient cette création de nouveaux véhicules d'investissement. Mais là, ce qui est particulièrement intéressant dans la réunion de ce soir, c'est que le groupe qui crée cette SCPI est un groupe qui n'a encore jamais créé de SCPI auparavant, donc c'est un petit événement et c'est intéressant de savoir ce qui les conduit à arriver aujourd'hui sur ce marché. C'est aussi un événement parce que Rothschild, c'est plutôt un nom qui sonne institutionnel ou très grande fortune. C'est-à-dire que normalement, les offres de produits, de services sont plutôt destinées à des investisseurs institutionnels, professionnels. Et donc là, il y a une sorte d'ouverture avec cette SCPI sur le marché des particuliers. Est-ce que c'est un virage? On aura peut-être des précisions de la part de nos intervenants. Donc, parmi les questions évidemment que l'on se pose, qu'on va poser à nos invités, c'est pourquoi cette ouverture au marché des particuliers, pourquoi maintenant, pourquoi créer une SCPI en ce moment, et puis quelle est l'expertise, l'expérience, la légitimité que la maison de Rothschild peut revendiquer sur ce marché-là. Donc, pour parler de ces sujets, on a Hakim Abri, responsable des partenariats, qui justement a rejoint le groupe Rothschild pour développer cette activité vers une clientèle d'investisseurs privés. On a Alexis Mignonac, qui est directeur des investissements immobiliers France et qui vous expliquera en quelques mots son métier, en quoi consistent ses fonctions au sein du groupe. Il a 14 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier, dont 6 années très, très significatives dans le groupe Aviva, avant d'avoir rejoint il y a quelques années Rothschild. On a aussi Loris Benarok, qui est fund manager SCPI, qui expliquera peut-être un petit peu aussi son métier, la différence entre un directeur des investissements et un fund manager. C'est pas forcément évident pour tous. Et donc, il dispose également de 8 années significatives d'expérience dans le secteur. Voilà, donc une réunion qui me semble intéressante. En plus, la SCPI vient tout juste d'obtenir son agrément, donc vous êtes vraiment parmi les tout premiers à avoir l'information et à pouvoir poser des questions, puisque l'agrément est arrivé, je crois, vendredi, et les documents officiels sont même pas encore prêts, ou s'ils sont prêts, c'est que depuis cet après-midi. Donc, vous êtes vraiment au tout début de cette histoire. Et avant de passer à la présentation qui vous intéresse, c'est-à-dire d'écouter nos invités, je voudrais quand même souligner un point particulier, c'est que Rothschild
c'est pas n'importe quel nom. C'est un des plus grands noms dans l'univers de la finance. Il est connu dans le monde entier. C'est une marque centenaire. Elle est très forte, très particulière. Et c'est le nom d'une famille. Et cette famille, elle joue sa réputation de génération en génération parce qu'elle peut pas changer de nom si à un moment donné, sa réputation est ternie ou si les choses vont mal. C'est pas une société qui va se refaire une virginité en changeant de nom, changeant de marque pour repartir sur une nouvelle communication. Donc là, on est sur une maison qui a quand même un niveau d'exigence en termes de résultats et de qualité qui est particulièrement élevé. Et donc, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous présenter cette équipe pour vous parler de cette nouvelle SCPI. Je vais laisser donc la parole. Je ne sais pas lequel de vous trois veut démarrer la présentation. C'est Loris. Ouais, je vais peut-être démarrer. Merci Emmanuel pour cette présentation et ravi de partager ce premier webinaire parce que c'est le premier pour nous aussi chez Edmond Rothschild RM France. Peut-être rapidement présenter mon métier qui est assez global. Moi, je suis en charge du pilotage de la stratégie du fonds. Donc, ça passe par l'optimisation du volume de la collecte en lien avec la sélection et l'optimisation des investissements que je fais avec Alexis, notre directeur des investissements en France. Et mon objectif principal, si je devrais le résumer, c'est quand même de générer de la performance et des revenus réguliers issus des loyers générés par nos investissements. Tout ça en maîtrisant nos risques qui sont associés aux produits d'épargne qu'on va vous présenter. Alors, Alexis Mignonnac, directeur des investissements, comme il a été dit. Donc, je suis notamment en charge du sourcing et des valorisations de nos acquisitions sur le marché français. Donc, Hakim Abri, donc responsable de la SCPI, responsable commercial de la SCPI. Donc, je vais commencer avec un grand plaisir à vous présenter la SCPI. Avant de commencer, je vais simplement préciser qu'il s'agit d'un placement immobilier qui présente des risques. Nous allons mettre à disposition du groupe Haussmann Patrimoine effectivement l'ensemble des documents qui reprendront ces risques. Je vous invite évidemment à les consulter. Pour débuter, je veux simplement refaire un focus sur le groupe Edmond Rothschild, effectivement, qui est très connu et qui est associé plutôt à la partie institutionnelle. En réalité, quand vous investissez dans la SCPI Edmond Rothschild, vous entrez dans l'écosystème du groupe, qui est très souvent représenté par la banque, mais en réalité, nous avons d'autres domaines dans lesquels nous intervenons, notamment le vin et le fromage par le biais d'Edmond Rothschild d'héritage. Nous avons également le bateau Gitana, sur lequel on communique beaucoup ces derniers temps. Et enfin, vous avez la dimension de l'hospitalité par les fondations Edmond Rothschild. C'est un groupe qui existe depuis 250 ans, qui est 100% familial et qui détient à peu près 160 milliards d'euros d'actifs. Nos principaux métiers, c'est évidemment la banque privée, la gestion d'actifs, le capital investissement, la finance d'entreprise et enfin l'immobilier, sachant que la dimension entrepreneuriale est très ancrée dans le groupe. Donc, c'est cet esprit entrepreneurial qui a façonné, je dirais, au fur et à mesure des années, la plateforme Edmond Rothschild REIM, qui est une plateforme pan-européenne et qui gère donc l'ensemble du cycle immobilier et qui prend en charge l'intégralité des investissements qui nous sont confiés. Et donc, on vous a illustré par ce schéma, on va dire, tout le cycle immobilier qui est géré par la maison Edmond Rothschild REIM, que ça soit de l'acquisition par la supervision et la gestion des investissements, la gestion des immeubles par l'optimisation, bien entendu, des rendements, ou par encore la relation avec nos locataires, la gestion technique qui passe par la maintenance des équipements, la réparation et la mise à niveau environnementale de nos bâtiments, et plus largement la gestion de fonds qui est notre cœur de métier. Je vais peut-être donner quelques chiffres pour illustrer mes propos. Donc, la plateforme Edmond Rothschild REIM, c'est plus de 20 ans d'histoire immobilière, c'est 9 bureaux implantés dans 7 pays. C'est plus de 800 actifs sous gestion, plus de 120 collaborateurs avec plus de 13 milliards d'immeubles gérés. Et donc, chez Edmond Rothschild REIM,
on investit dans les enjeux sociétaux. Et donc, ça se matérialise par le verdissement des bureaux, la logistique et la petite activité, le résidentiel géré, la régénération urbaine ou encore le life science, pardon. Et donc, c'est toutes ces convictions en fait qui s'inscrivent dans une démarche résolument ESG afin de répondre aux enjeux environnementaux. Et donc, on pourrait citer à titre d'exemple nos deux plus gros fonds institutionnels au niveau de la plateforme, que sont RS, qui est un fonds de résidentiel qui gère plus de 2 milliards en Suisse, ou encore RF, qui est le plus gros fonds pan-européen institutionnel de petite logistique et locaux d'activité du dernier kilomètre, qui gère plus de 500 millions d'actifs à l'heure actuelle. Je vous interromps une seconde. C'est assez impressionnant en fait, parce que là on a tous en tête quand même la réputation, le métier de banque d'affaires et de financier. Et on voit que l'activité immobilière, qu'on ne connaît pas forcément au sein du groupe Rothschild, c'est déjà 20 ans d'histoire et 13 milliards d'actifs gérés, des très gros fonds institutionnels. Donc sur cette SCPI, on ne peut pas dire qu'on part de zéro. Non, effectivement, on part pas de zéro. Et finalement, ce qui est important, c'est que on a vraiment 3 piliers qui sont mis en avant dans le cadre de cette SCPI. Évidemment, on va mettre à disposition des clients privés notre savoir-faire historique, puisqu'on exerce l'immobilier depuis plus de 20 ans. Notre particularité, c'est évidemment d'avoir une gestion complète du cycle de l'immobilier et de toute la chaîne de valeur associée à ce cycle immobilier. Et évidemment, les équipes locales qui nous permettent d'avoir en fait une expertise du tissu économique, social, environnemental. Et c'est ça qu'on va vraiment mettre à disposition des clients privés dans le cadre de cette SCPI. Cette slide, elle illustre très bien nos équipes pan-européennes, puisqu'en fait, au sein de la plateforme, sur les différents pays, vous avez des personnes qui sont évidemment dédiées à chaque étape du cycle de l'immobilier. Donc là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Alexis qui représente la France, mais il a évidemment ses homologues en Allemagne, en Suisse, au Benelux. Vous avez également une partie de l'équipe SCPI en France, donc Christelle Waters est la présidente. Et on a renforcé nos équipes pour pouvoir justement gérer cette SCPI en interne. Pour reprendre simplement les fondamentaux de la SCPI, évidemment, il s'agit d'un placement qui a pour vocation à faire uniquement de l'immobilier. Donc, en confiant votre épargne, vous achetez des parts d'une société qui va vous permettre d'avoir en contrepartie des loyers. Donc, cette SCPI, elle acquiert et gère l'ensemble du parc immobilier. Elle est évidemment régulée par l'autorité des marchés financiers. Pour répondre à des questions que beaucoup de personnes se posent, je vais laisser la main à Alexis qui va nous expliquer pourquoi on est dans un marché opportun. Alors déjà, je voulais réintroduire le contexte de marché. Tout d'abord, alors pour revenir à ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, en mi-2022, la Banque centrale européenne a entamé sa plus forte augmentation de taux qui s'est passée sur 14 mois, plus de 4,5% qui a été donc impacté sur les banques centrales européennes. Ce qui est assez historique. Depuis septembre 2023, il y a une stabilisation des taux de la Banque centrale avec aujourd'hui un consensus marché qui entrevoit une première baisse de taux cet été et éventuellement ou peut-être à la fin de l'année. Le deuxième élément de contexte important, c'est le niveau de l'inflation qui était en 2022 en Europe à un niveau de 8% et qui aujourd'hui est attendu sur des niveaux aux alentours de 2 à 3% pour cette année 2024. Alors, dans le cadre de ce contexte, quels ont été les impacts sur le marché immobilier? Sur le marché immobilier, on peut définir 3 principaux impacts. Le premier, l'augmentation de taux a eu tendance à augmenter le rendement immobilier exigé par les investisseurs de 2 à 4%. Alors, cette augmentation de taux, elle se traduit par une baisse des valeurs des actifs entre 30 et 50%. Ce qui en fait un événement vraiment particulier et fort. 50%, c'est énorme. C'est énorme. Et bien sûr, cette variation entre 30 et 50 dépend des classes d'actifs, mais effectivement, il y a eu des corrections assez importantes sur le marché.
La deuxième chose, c'est l'indexation. Cette inflation a un impact sur l'indexation des loyers à travers les indices. Aujourd'hui, on parle d'augmentation de loyers entre 5 et 8% en fonction des secteurs d'activité et des pays et des clauses d'indexation. Le troisième élément, c'est celui d'un report du marché des utilisateurs sur le marché locatif, notamment porté par l'augmentation des taux d'intérêt qui ont augmenté au cours de 18 mois, qui ont été multipliés par 4 pour donner un niveau. C'est vrai qu'on a eu un vrai report du marché locatif. Et donc, une demande locative assez soutenue. Alors, en synthèse, ces trois éléments, si on devait résumer, on est convaincu qu'on est sur un marché qui est pro-investisseur. Les prévisions des banques centrales européennes et cette stabilisation des taux nous convainquent sur le fait que nous sommes sur une stabilisation des rendements immobiliers à un niveau élevé. Alors, juste quand vous dites des rendements à niveau élevé, des baisses significatives, donc c'est pas dans tous les domaines. Il y a une question dans le chat qui demande notamment si l'investissement porte sur de l'immobilier de bureau. On va voir sur le slide que vous nous amenez à l'écran à l'instant qu'il n'y a pas que des bureaux, mais il y a aussi des bureaux. Et donc la situation est certainement pas la même en fonction de ces différents secteurs et des différents pays qu'on voit sur la gauche, qui correspondent finalement, si j'ai bien compris, aux pays dans lesquels vous avez des implantations de bureaux et qui vous permettent donc de gérer sur place les actifs. Exactement. Le constat que je faisais juste avant, il est partagé par l'ensemble de nos équipes dans les différents bureaux européens. On peut remarquer déjà, c'est que les volumes des actifs de plus de 100 millions d'euros sont complètement à l'arrêt, effectivement, qui ont été le plus impactés par l'augmentation des taux. Aujourd'hui, les investisseurs ont plutôt vocation à se concentrer sur des immeubles d'une taille inférieure à 50 millions d'euros pour différentes raisons, des actifs plus liquides, plus faciles à céder, plus faciles à louer et plus faciles à financer. Ce que vous parlez sur le sujet des classes d'actifs, aujourd'hui, notre conviction de cette nouvelle SCPI, c'est d'accompagner les enjeux sociétaux. Alors, bien évidemment, la logistique et les locaux d'activité restent des enjeux prégnants, mais également la centralité autour des bureaux. Effectivement, les enjeux de recrutement restent forts dans les entreprises. Et nous sommes convaincus que des immeubles de bureaux situés en centre-ville restent attractifs pour les utilisateurs et pour les investisseurs. Au niveau des autres classes d'actifs, également les opportunités de niche autour de la santé et de la life science et également les commerces de proximité. Si je peux me permettre, au niveau européen, notre conviction aujourd'hui que l'on a au niveau de la plateforme, c'est qu'il y a eu un ajustement des prix qui s'est fait au fur et à mesure. C'est vrai que les marchés allemands et le marché des Pays-Bas a corrigé beaucoup plus rapidement que le marché français. C'est vrai que l'année dernière a accéléré aussi les corrections sur le marché français. J'ai une ou deux questions pour peut-être pas perdre le fil de ce qui avait été déjà expliqué juste avant. Vous avez parlé d'une baisse de taux qui était un consensus pour l'été et peut-être la fin de l'année. Il y a une question d'un participant qui nous dit que les taux longs ne sont pas plutôt actuellement à la hausse, point d'interrogation. Je pense qu'il faut peut-être aussi distinguer le marché européen du marché américain, parce qu'en ce moment, en fait, on a un discours qui peut être parfois un peu confusant, parce que d'un côté, la Fed retarde sans arrêt le moment où elle va baisser ses taux, et il y a vraiment des questions sur le moment et même si ça va vraiment arriver, parce que la situation économique au niveau de l'emploi, de l'inflation, les chiffres sont pas du tout les mêmes qu'en Europe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut espérer, comme l'a annoncé Christine Lagarde, qu'à partir de juin, on ait un début de baisse de taux sur le continent européen. C'est pas le cas partout dans le monde, mais là, on s'intéresse aujourd'hui plus à l'Europe. Mais c'est vrai que ces derniers jours, on a quand même vu des taux longs finalement assez en forme, quoi. Donc, vous y croyez vraiment, vous, à la baisse des taux et alors, moi, je vise vraiment le consensus de marché sur les taux de la Banque centrale. Nous, aujourd'hui, les taux de valorisation en immobilier intègrent déjà l'augmentation qui a été faite. Et on n'entrevoit pas encore de baisse de taux sur le marché immobilier. Au contraire, on pense plutôt qu'on va rentrer dans une stabilisation des rendements élevés sur une durée plus longue qui était initialement prévue.
Mais aujourd'hui, la prime de risque et les rentabilités recréent une liquidité sur le marché de l'investissement et on le constate sur les différents pays. D'accord. Et sur la slide que vous nous présentez actuellement, je ne vois pas du tout d'habitation, à moins que ce soit dans les opportunités de niche, qui est peut-être quelque chose un peu générique. Est-ce que c'est une volonté de ne pas être présent sur l'habitation ou c'est quoi votre point de vue là-dessus? Alors, c'est exact. Alors, nous, aujourd'hui, effectivement, on concentre nos investissements sur des locaux commerciaux. Dans les opportunités de niche, on peut effectivement également viser le résidentiel géré, co-living, résidence étudiante, résidence senior, mais on n'a pas vocation à investir sur le logement libre pour différentes raisons de rentabilité qui sont pour le coup bien inférieures à ce qu'on peut obtenir sur ces classes d'actifs. D'accord. Et si vous le permettez, il y avait aussi une question sur le marché de l'immobilier. La question disait en quelques mots, si le marché de l'immobilier va si bien, alors pourquoi il y a autant d'agences immobilières qui ferment les unes après les autres? Bon, on vient de répondre en partie à la question. Déjà, on ne parle pas du même marché immobilier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans les agences de quartier des entrepôts de logistique à vendre, des commerces, des bureaux et autres classes d'actifs finalement qui sont vos cibles. Donc ça déjà, ça concerne un autre marché. Et on ne peut pas dire que le marché de l'immobilier va bien, puisque vous avez dit le marché de l'immobilier souffre au niveau de la valorisation, parce que c'est une valorisation mathématique. À partir du moment où les taux montent, l'investisseur exige une prime sur son rendement immobilier, et cette prime, elle peut s'exprimer soit par une revalorisation des loyers, mais qui ne se fait pas instantanément. Donc le dénominateur, le point qui peut agir le plus rapidement, c'est le prix. Si on achète moins cher et qu'on loue au même prix, on augmente le rendement. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une opportunité à saisir cette baisse de prix pour des acteurs comme vous qui ont du cash disponible, pas besoin de recourir en plus à du crédit, dans une période où cette pression sur les taux hauts crée une pression aussi sur les prix pour ceux qui sont obligés de céder leurs actifs. Voilà, mais je pense que le marché immobilier, c'est quelque chose de très vaste, pas du tout homogène. Et si on regarde ensuite chaque marché, non, le marché ne va pas spécialement bien à court terme. Au contraire, sinon il n'y aurait pas d'opportunité pour les acheteurs. Il va pas très bien pour des vendeurs et surtout, comme vous l'avez dit, moi c'est ce que j'entends de la part de pratiquement tous les gérants d'actifs, les très gros immeubles ont beaucoup de mal à être correctement valorisés et vendus, parce que quand on achète un immeuble 10, 20, 30, 50 millions, c'est déjà des gros budgets, mais ça touche un nombre assez important d'acheteurs potentiels. Et quand on dépasse 50 millions ou 100 millions ou 200 millions, on est sur des actifs que seuls des investisseurs institutionnels peuvent acheter. Et comme en ce moment, les investisseurs institutionnels n'achètent pas, ils ne peuvent pas se revendre entre eux. Donc, il y a une prime d'illiquidité supplémentaire qui vient se rajouter quand on estime, quand on évalue le portefeuille. Donc, moi, ce que je vois, une des grandes leçons de la crise, entre guillemets, de l'année 2023, c'est que small is beautiful, c'est-à-dire que les petits actifs restent très liquides et se vendent plutôt bien, et qu'il y a une certaine taille à partir de laquelle il faut être vigilant, voire peut-être s'abstenir d'aller. Est-ce que vous vous êtes fixé, vous, des tailles d'actifs maximum? Oui, alors nous, on ne dépassera pas aujourd'hui, notre taille cible se situe sur des actifs entre 5 et 15 millions d'euros, mais en réalité, on ne dépassera pas des volumes d'investissement d'actifs supérieurs à 50 millions. D'accord. Merci. Pour continuer, donc cette TCPI relève de l'article 8 au sens SFDR. Donc très clairement, nous sommes très soucieux des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc la durabilité est très ancrée dans le groupe Edmond Rothschild, puisqu'on sait qu'elle a un impact sur la liquidité. Et l'ambition, c'est évidemment de pouvoir labelliser nos premiers actifs ISR. Et donc nous allons solliciter les organismes habilités pour obtenir ce label dès l'acquisition des premiers actifs. La SCPI Edmond Rothschild, en synthèse, l'ADN sera évidemment européen et diversifié, accessible à partir de 5 000 euros.
vous aurez un délai de carence, un délai de jouissance de 6 mois et à partir duquel vous aurez une distribution qui se fera trimestriellement. La possibilité d'avoir un extranet et de faire une souscription digitalisée. Donc, évidemment, vous pouvez acquérir des parts au comptant ou à crédit. Le démembrement sera également proposé. Et enfin, le versement programmé est également possible une fois la première souscription de 5 000 € réalisée. Donc, on communique sur un taux de distribution cible, donc j'insiste bien sur cible, sachant que ce qu'on vous propose sur cette slide, c'est évidemment net des frais et commissions qui sont indiqués. Pour en revenir sur ce taux de distribution cible, je vais laisser la main à Alexis qui va vous présenter finalement nos opportunités d'investissement en cohérence avec notre taux de distribution cible. Oui, merci. C'est justement, ça fait bien la continuité par rapport aux échanges qu'on avait juste avant. Ce sont des exemples d'opérations qui ont été sourcées par nos équipes locales à travers l'Europe. On a une opération aux Pays-Bas, dans la ville d'Utrecht, un immeuble de bureau qui est loué à une société para-publique. Nous sommes sur un niveau de rentabilité à plus de 7% et sur une durée d'engagement de 9 ans. Une autre opération sur laquelle on travaille, c'est une opération d'activité dans la région lyonnaise. C'est un immeuble également sur un niveau de rentabilité supérieur à 7% et sur une durée d'engagement de 10 ans. Et enfin, une autre opération en Irlande cette fois-ci. Là, c'est un commerce en pied d'immeuble où nous sommes également sur une rentabilité supérieure à 7% et une durée d'engagement de 20 ans. Ces exemples-là résument assez bien la stratégie d'investissement de cette SCPI, tout en faisant une attention particulière à la qualité de nos locataires. On est convaincu que la qualité des locataires est déterminante afin de sécuriser les flux futurs de cette SCPI et pour lequel on travaille dur pour trouver les meilleurs actifs, les meilleures opportunités pour les porteurs de parts de cette SCPI. J'ai une question sur les rentabilités parce que je ne sais pas si c'est toujours bien visible sur tous les écrans. Les acquisitions qui ont été faites ou qui vont être faites d'ailleurs, parce que est-ce qu'elles sont signées ou est-ce qu'elles sont sur le point d'être signées? J'imagine que vous devez être sous compromis puisque la SCPI vient d'avoir son agrément, donc ça doit être les premières opérations à se concrétiser. Vous êtes sur quel niveau de rentabilité sur ces premiers achats? On est sur chacune de ces opérations, on est sur des taux supérieurs à 7%. D'accord. Et là, vous avez 2 pays étrangers et un local en France. Est-ce que vous vous êtes fixé, c'est une des questions qui a été posée dans le chat, un ratio hors France, parce qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui apprécient moyennement la fiscalité française en matière d'immobilier et qui sont pas mécontents de pouvoir déclarer une partie de revenus fonciers venant de pays d'Europe un peu plus cléments sur le plan fiscal. Donc, est-ce que vous avez déterminé une poche, une répartition cible? Aujourd'hui, on est une approche assez opportuniste. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, on a une vocation, en tout cas, à investir sur les marchés pan-européens, sur une part majoritaire de cette SCPI. Après, bien évidemment, on est assez opportuniste. Je pense qu'en termes d'allocation cible, on pourrait parler de plus de 60% hors de France. D'accord, donc on serait à peu près sur du 60-40 en régime de croisière une fois la SCPI arrivée à maturité. Alors, entre 60-40 et 70-30. Il faut noter que aujourd'hui, sur les différents actifs qui sont en cours sur cette nouvelle SCPI, on se rend compte qu'il y a beaucoup de belles opportunités sur les différents pays européens, sur des niveaux de rentabilité particulièrement attractifs, notamment du fait que l'ajustement de prix a commencé plus tôt sur les autres marchés européens que sur le marché français. D'accord. Donc, les opportunités sont plus immédiates et plus flagrantes aujourd'hui en dehors de l'Hexagone. Hein. Exactement. Notamment parce que les tailles d'actifs que l'on cible nécessitent des équipes locales. Aujourd'hui, on a la capacité, grâce à nos équipes dans les différents pays, à avoir accès à des immeubles qui sont, on va dire, peu accessibles autrement qu'en étant physiquement sur place. Et c'est vrai qu'on a un niveau de compétition qui est moins important sur ces marchés-là que sur le marché français. Oui. Après, c'est un point important, mais les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément
comment dire, à viser averti sur ces sujets-là, mais il y a quand même un certain nombre de sociétés de gestion qui n'ont pas d'équipe locale, qui sous-traitent un certain nombre de choses, et du coup, la qualité est déjà plus difficile à maîtriser quand on passe par des sous-traitants, et puis on est moins près également du marché et des deals que quand on intègre comme vous le faites. Mais la contrepartie de ça, c'est que vous allez ne travailler que sur les pays où vous êtes implanté, donc vous allez faire l'impasse sur quelques pays où vous n'avez pas de bureau parce que vous voulez maîtriser de A à Z la chaîne de valeur. Bon, comme vous avez une présence sur des principaux pays et les bureaux se sont ouverts pour des raisons, on va dire, logiques de potentiel de ces différents marchés, je pense pas que ce soit un handicap. Est-ce qu'il y a quand même des nouveaux pays que vous envisagez d'ouvrir à l'avenir par rapport à ce qui nous a été présenté? En fait, aujourd'hui, sur la structure de la plateforme, on est à peu près en capacité de toucher plus de 80% du marché de la transaction en Europe. Sachant qu'aujourd'hui, on est implanté dans les principaux pays sur lesquels les investisseurs ont tendance à investir. Aujourd'hui, on n'a pas ciblé un nouveau pays sur lequel on viendrait se développer. Notre volonté, c'est déjà être très présent sur le marché sur lequel on est. On a un moment très propice. On a déjà un historique dans ces différents pays depuis plusieurs années, ce qui nous permet déjà de grossir et d'acquérir des très belles opportunités dans les prochains mois et j'espère années. J'ai une autre question d'un participant qui dit qu'au regard du nombre de SCPI qu'il y a déjà sur le marché, du contexte actuel, est-ce que c'est bien opportun de créer une nouvelle SCPI? Alors, si je peux, moi sur la partie marché, nous on est absolument convaincus que c'est un moment de marché, un produit qui répond exactement aux opportunités d'investissement qui sont aujourd'hui sur le marché. Bien qu'effectivement, il y a des nouveaux véhicules qui sont lancés, je suis convaincu que la structure Edmond de Rothschild, via sa plateforme, son historique et sa crédibilité vis-à-vis des vendeurs avec qui nous échangeons, a une place, à mon avis, importante à prendre sur ce marché, qui on pense vraiment être le moment historique, en tout cas pour lancer ce type de produit si on regarde les 10 dernières années. Ouais, pour donner un avis personnel à la question donc, qui a été posée, c'est que oui, il y a beaucoup de SCPI sur le marché, mais le nombre d'acteurs est moins important que le nombre de SCPI, puisque nous, on propose actuellement, on a référencé à peu près 110 SCPI, donc ça peut paraître beaucoup, mais il y a certains groupes qui en gèrent une dizaine, et donc en réalité le nombre d'acteurs est quand même pas si étendu que ça, en tout cas beaucoup moins que dans d'autres classes d'actifs comme les placements financiers. Donc je pense qu'il y a encore de la place pour des acteurs, et dans ceux que l'on voit, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a vraiment une grande diversité, parce que il y a des sociétés de toute taille, il y en a qui ont des grands groupes derrière eux, d'autres qui sont des toutes petites boutiques qui se lancent avec des expériences très très variables d'une maison à une autre. Donc moi, ce que je retiens de positif, c'est le dynamisme d'un marché qui continue de créer des produits avec des sociétés qui abordent la problématique sous un angle différent. Et donc pour nous, c'est une forme de biodiversité, c'est très sain. Ça permet à chacun d'aller vers les acteurs en qui ils auront confiance, et de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de pas avoir une vision trop monolithique de ce marché. Donc moi, personnellement, je suis ravi de voir qu'une maison comme Rothschild, qui a un savoir-faire éprouvé sur la partie institutionnelle, n'est plus fermée aux particuliers, et que on peut, dans un portefeuille, désormais compter avec ces possibilités-là. Il y avait une question aussi sur les types d'actifs. Est-ce que vous vous êtes fixé, on a vu sur la partie géographique, vous avez donné un ordre de grandeur 60-40, 70-30, mais sur les types d'actifs, logistique, bureau, tout ce que vous avez évoqué comme différentes classes d'actifs que vous allez cibler, est-ce que vous avez déjà en tête une sorte de pourcentage cible, et notamment, il y a pas mal de questions qui reviennent sur les bureaux, parce que la question, c'est est-ce que c'est encore intéressant d'aller sur les bureaux? Est-ce que le télétravail ne va pas encore continuer à peser sur le secteur des bureaux? Le secteur du bureau soulève toujours énormément de questions, et on sait que c'est une partie en général assez importante de l'actif des SCPI. Donc vous, votre point de vue sur les bureaux notamment, et puis ensuite sur le portefeuille idéal en termes de répartition de classes d'actifs.
sur la répartition des classes d'actifs, aujourd'hui, on a, je vais commencer peut-être par cette partie de la réponse, on a une orientation assez forte sur tout ce qui est locaux d'activité et logistique. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché nous offre de très belles opportunités avec des niveaux de rendement qui nous intéressent par rapport aux objectifs de rentabilité de cette SCPI. Sur le marché de bureaux, comme sur les autres marchés de niche, comme sur le commerce, en fait, on a une approche assez opportuniste, entre guillemets. On souhaite acheter des immeubles de bureaux qui répondent aux besoins des utilisateurs d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit que sur des immeubles de centralité, on a une vraie demande locative. On a encore constaté sur les marchés de centralité des augmentations de valeur locative sur les différents principaux marchés de bureaux. Après, on ne souhaite pas du tout aborder les immeubles de bureaux que je considère qui répondaient aux besoins d'hier, en périphérie des villes ou autres. On veut vraiment rester sur des immeubles en plein centre-ville. Encore une fois, ça sera une part faible par rapport aux autres allocations du portefeuille et vraiment avec une approche opportuniste. Merci pour ces précisions. Il y a aussi une question sur le délai de jouissance. Ça a été dit tout à l'heure, mais apparemment l'information a pu échapper à certains d'entre nous. Il y a un délai de jouissance donc de 5 mois. En gros, et c'est le 6e mois que l'on commence à percevoir des revenus. Ça, c'est lié au fait que la SCPI démarre avec un actif vierge et qu'il faut un certain temps pour acheter les immeubles, encaisser les premiers loyers et les reverser. Donc, c'est le délai d'entrée en jouissance qui avait été dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet. Non, je pense, enfin, tout est dit, hein, Emmanuel. Effectivement, le délai de jouissance, mais ça, c'est propre au fonds SCPI, sert effectivement aux sociétés de gestion de délai pour investir les capitaux collectés de la part de tous les épargnants. Et on sait que lorsqu'on collecte des premiers capitaux, on n'a pas tout de suite la possibilité de les investir. Donc, il faut constituer un stock significatif de capitaux pour pouvoir commencer à investir dans un premier immeuble. D'accord. On a une question aussi sur les frais d'entrée et les frais de gestion avec une personne qui nous dit les SCPI à 0 font un carton en ce moment. Donc, moi, je vais déjà donner un point de vue. Alors, je ne sais pas si elles font un carton, mais elles séduisent une certaine catégorie d'investisseurs qui sont sensibles à la partie visible, on va dire, des frais. Mais d'une façon générale, pour bien gérer une SCPI, il faut avoir en tête que ça a un certain coût, surtout si on veut faire les choses bien. Donc, les SCPI à zéro frais, ça n'existe pas. Donc, les SCPI qui ont 0% de frais d'entrée ont plus de frais de gestion. Et au bout d'un certain temps, souvent, le calcul que l'on fait, parce qu'on a essayé de regarder aussi pour nos clients ce qui était le plus intéressant, c'est que sur des durées de détention longues, et en général, la SCPI est détenue pendant des durées qui peuvent dépasser 20 ans, en tout cas, c'est les statistiques du marché, les SCPI qui sont plus chères en frais de gestion sont généralement moins intéressantes assez rapidement. En tout cas, quand on dépasse déjà une dizaine d'années, c'est pratiquement certain que la SCPI sans frais d'entrée sera moins intéressante. Après, il y a d'autres frais que les gens ne regardent pas forcément et qui sont aussi importants. C'est les frais de recherche, les frais sur les transactions, les frais sur les travaux qu'il peut y avoir. Et ça, c'est pas très mis en avant d'une façon générale. Et ce qui compte surtout, c'est à la fin, c'est la performance et la qualité de la gestion. Donc, je pense que c'est bien qu'il y ait des SCPI à 0 pour ceux qui sont sensibles à ce modèle-là. Vous, Rothschild, vous avez choisi un modèle classique, comme peut-être l'impose aussi le classicisme d'une maison comme Rothschild. Vous n'êtes pas des disrupteurs. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que pour certains acteurs qui ne sont pas connus ou qui démarrent en partant vraiment de nulle part, c'est vrai que pour essayer d'attirer une nouvelle clientèle, ça peut être un argument, les frais, même si j'ai expliqué que il peut y avoir d'autres frais derrière, mais en tout cas, ça peut permettre de se distinguer, de sortir du lot. Il me semble que pour vous, Rothschild, vous avez aussi d'autres moyens de vous
distinguer de vos concurrents. Et il y a une question sur le caractère défiscalisable ou pas. Donc, bon, là, la réponse, évidemment, c'est non. C'est pas une SCPI qui a vocation à donner une réduction d'impôt. Les réductions d'impôt, elles sont réservées en général aux résidentiels et dans certaines lois bien spécifiques, comme la loi Malraux, les monuments historiques, le Pinel, voire parfois le régime du déficit foncier, par exemple. Là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. L'objectif, c'est faire du rendement et d'investir dans des actifs qui ne bénéficient d'aucune aide fiscale d'aucune sorte. Donc, pas de motivation fiscale pour votre SCPI. Néanmoins, oui, Emmanuel, important, j'apporte ouais. une précision dans le cadre des SCPI, et c'est valable pour la nôtre comme pour les autres. Les SCPI qui investissent en Europe, il y a certains avantages et une fiscalité un peu plus adoucie en fonction des pays dans lesquels on investit. Et donc, ça là-dessus, les souscripteurs et les épargnants peuvent y voir un bénéfice à l'investissement. Tout à fait. On l'a un peu évoqué tout à l'heure justement sur la différence de fiscalité quand on a abordé le ratio France-Europe. Mais c'est bien de le rappeler à ce niveau-là parce que même si ce n'est pas une réduction d'impôt au sens où on ne va pas demander un remboursement, on va quand même bénéficier à la source d'un prélèvement fiscal plus favorable, et avec les systèmes de convention entre États européens, on peut éviter une double imposition et au final être moins imposé. Donc vous avez tout à fait raison, c'est une autre façon d'être avantagé fiscalement. Il n'y a pas que la réduction d'impôts. C'est ça. Et c'est la société de gestion qui se charge de toutes ces déclarations et du paiement des impôts dans les pays dans lesquels les immeubles ont été acquis. Oui. Alors, il y a des personnes qui se posent la question de à quoi bon toucher des revenus fonciers si c'est pour payer autant d'impôts sur ces loyers. La SCPI, est-ce qu'elle sera accessible ensuite en assurance vie ou dans des contrats retraite? Est-ce que c'est un projet ou pas? Et est-ce qu'elle sera accessible en nue propriété pour les personnes qui voudraient en acquérir la nue propriété pendant un certain nombre d'années pour ne pas toucher justement des revenus fortement imposés? Est-ce que c'est prévu? Alors, pour le dernier point sur le démembrement de propriété, bien entendu, on la propose en démembrement de propriété, que ce soit en nue propriété ou en usufruit. Donc là, j'invite vos commerciaux et vos clients à se rapprocher de vous pour connaître les clés de démembrement. Et pour la première partie de la question, aujourd'hui, la SCPI n'est pas disponible en contrat PER ni unité de compte dans le cadre d'une assurance vie. Il n'est pas impossible qu'à l'avenir, on travaille sur cette offre, mais on n'en manquera pas de vous avertir le cas échéant si on souhaite la proposer dans ce type de contrat. Alors moi, je vais vous donner un avis personnel, c'est que on n'est pas spécialement friand. Alors évidemment, pour ceux qui sont en assurance vie, accéder à une SCPI, c'est toujours une possibilité, une souplesse supplémentaire, mais on a bien vu aussi que le mélange des porteurs institutionnels et privés, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, les mêmes préoccupations, les mêmes besoins, pouvait poser parfois des problèmes de gouvernance et peser aussi sur la stratégie et la valorisation de la SCPI, puisque dans les groupes qui ont fortement baissé leur prix de part, c'est très souvent des groupes qui justement ont dû le faire sous la pression des assureurs actionnaires souvent très conséquents des SCPI, les différents assurés détenant les parts ensuite au travers des contrats, n'étant pas juridiquement considérés comme des actionnaires, c'est l'assureur qui pèse de tout son poids, et notamment dans certaines décisions parfois de gouvernance. Donc nous, ça fait partie des choses qu'on regarde, qu'il y ait un peu de SCPI dans des SCI ou dans des contrats d'assurance vie, pourquoi pas, à condition que la société de gestion ait quand même mis un certain nombre de règles pour éviter des entrées et des sorties qui gênent la gestion. Mais pour nous, c'est plutôt bien qu'une SCPI, si elle est destinée à des particuliers, qu'elle ne se mélange pas trop aux investisseurs institutionnels. Donc là, pour démarrer, en tout cas, c'est clair, il n'y en aura pas.
mais si ça pouvait rester comme ça serait, à mon avis, plutôt un gage de pérennité et d'équité pour les porteurs. Il y a une personne qui nous pose une question qui dit « J'arrive pas bien à discerner la stratégie différenciante de cette SCPI par rapport aux autres propositions actuelles. » Alors, est-ce que vous avez envie de répondre à ça, lequel d'entre vous? Alors, en fait, la singularité en fait, de cette SCPI, c'est déjà de s'appuyer sur un groupe qui a des équipes locales dans différents pays européens. Ça, c'est un élément particulièrement différenciant par rapport à l'ensemble des acteurs, comme vous l'aviez décrit juste avant. Après, le deuxième élément différenciant, vous l'avez introduit au début, nous sommes un investisseur long terme sur lequel, en fait, on a déjà construit beaucoup de nos fonds sur des durées longues et on a vocation à développer cette SCPI dans une volonté patrimoniale et vraiment faire bénéficier cette plateforme et ce savoir-faire à l'ensemble des souscripteurs de cette SCPI. Ça, c'est les deux éléments. Et en plus de ça, je rajouterai également l'intégration de la totalité de notre savoir-faire, parce qu'il faut savoir que dans les différents pays dans lesquels on investit, on a toute la chaîne de valeur, de la gestion technique, de la gestion property management, de la gestion asset et investment qui est aussi particulière par rapport à nos autres concurrents. Donc, c'est pour tous ces éléments-là qu'on est différenciant par rapport aux autres acteurs du marché. Merci. Moi, pour compléter, donner un point de vue complémentaire, c'est que personnellement, ce que j'apprécie, c'est que la SCPI ne soit pas tombée dans la mode et la facilité de cibler une thématique tendance qui est à la mode, parce que ces dernières années, ça a été beaucoup le cas. Il y a eu beaucoup de SCPI thématiques. Moi, je me suis souvent exprimé, il y a des vidéos qu'on peut retrouver sur Internet depuis des années où je dis attention, les SCPI thématiques, c'est pas la panacée dans la mesure où le gérant ensuite s'enferme dans une thématique et lorsqu'il y a une rotation sectorielle, géographique, thématique, il est quand même prisonnier d'une certaine manière. S'il collecte de l'argent et qu'il est sur une thématique à un moment qui n'est plus opportun, il faut quand même qu'il continue à acheter cette thématique. Et s'il voit passer des opportunités à côté sur d'autres actifs, si ça rentre pas dans cette thématique, il peut pas les prendre. Donc ça veut dire que les SCPI thématiques, nous, on explique à nos clients que s'ils veulent bien diversifier leur patrimoine, finalement, il faut qu'ils en prennent plusieurs des SCPI thématiques. Est-ce que chacun a la compétence nécessaire pour se composer un portefeuille de différentes SCPI thématiques? C'est pas toujours évident, mais surtout, une fois qu'on a pris plusieurs SCPI thématiques, on ne peut pas réellement arbitrer entre ces SCPI puisque les frais de mouvement seraient prohibitifs. Donc, on a des poches et chacune de ces poches ensuite est un peu figée. Quand un gérant a une vision assez large, assez libre de la gestion de son portefeuille, ces arbitrages qu'il va peut-être pas faire tout de suite, mais qui finira par devoir faire, si c'est pas dans 10 ans, ça sera dans 15 ans, dans 20 ans, il va y avoir des arbitrages à faire, des grandes tendances qui vont émerger. Et donc, plus on lui laisse libre cours dans sa gestion à la prise de décision, je trouve que mieux c'est, à condition que le gérant, qu'on ait confiance en lui. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je retiens, c'est peu de contraintes sur le plan géographique et sectoriel, de manière à pouvoir gérer au mieux de vos convictions. Et en termes de confiance, un groupe qui a un nom, comme je le disais en introduction, qui nécessite une vigilance vraiment particulière quant à la qualité, à la satisfaction des porteurs. Et puis bon, après, on verra, mais je pense qu'effectivement, vous partez pas de zéro. On voit qu'il y a des acteurs qui arrivent, qui sont peut-être d'ailleurs très très bons, mais il y a des clients qui vont accepter d'essuyer les plâtres et qui vont parfois être satisfaits, parfois peut-être déçus des nouveaux acteurs qui arrivent. Parce qu'aujourd'hui, la meilleure configuration, me semble-t-il, c'est quand même d'investir dans des CPI ou qui se créent ou qui sont très jeunes et en tout cas dans lesquels la collecte en ce moment se fait dans un marché très propice à l'achat pour avoir des taux de rendement anormalement élevés d'une certaine manière si on se projette en vision moyen et long terme de ce marché. Donc toutes les SCPI qui ont
une collecte qui en ce moment représente un poids élevé de l'actif sont en position de force. Donc évidemment, quand on part de zéro, c'est 100%. Si la SCPI est pas très grosse, ça peut représenter la collecte un montant assez important. S'il n'y a pas de collecte, ils voient passer des opportunités, ils ne peuvent pas les saisir. Donc ça, c'est un élément important. Donc un des critères, on va dire, favorables aujourd'hui, c'est une collecte qui permette de relever la performance et de saisir des opportunités. Et l'autre point, à mon avis, important, c'est une jeune SCPI, oui, mais avec une société expérimentée. Parce que si on démarre une jeune SCPI avec une société qui démarre aussi, on prend quand même évidemment le risque de la courbe d'expérience que vous n'avez pas, puisque bon, sur la SCPI, on l'a dit, c'est un nouveau véhicule pour vous au sein du groupe, mais des véhicules d'investissement financiers qui possèdent des actifs immobiliers, vous en avez beaucoup. Vous avez des fois des OPCI, des SCI peut-être, des FPCI, plein de choses en I. Exactement. Non, mais en France, peut-être pour compléter le propos, oui, en fait, c'est un nouveau produit dans notre gamme complète de fonds. Rien qu'en France, on gère près d'une 50aine de fonds d'investissement pour les institutionnels. Donc oui, c'est notre savoir-faire qu'on met à disposition maintenant de la clientèle privée. D'accord. On a une question sur une personne qui veut savoir si, en cas de volonté de vendre sa SCPI, est-ce que la société de gestion va reprendre les parts ou est-ce que ce sera sur un marché secondaire de gré à gré? Donc, je pense que aujourd'hui, de toute façon, la réglementation veut qu'il n'y a pas de reprise des parts de la SCPI par la société de gestion. Aucune SCPI ne rachète des parts. Ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Par contre, il peut y avoir un marché secondaire ensuite le moment venu, parce que sur une SCPI qui se crée, c'est pas évidemment le sujet. C'est le sujet pour des SCPI qui existent depuis des décennies et qui gèrent peut-être des milliards, mais sur une SCPI en création, c'est pas le sujet tout de suite. Mais vous, sur le marché secondaire, vous avez une idée un petit peu sur la manière dont vous pensez organiser ça? Alors, nous, la SCPI, aujourd'hui, elle est proposée à capital variable, donc le marché secondaire n'est pas ouvert. Et on ne souhaite pas devoir, dès le début et au lancement, proposer un marché secondaire. Ça voudrait dire qu'on ait plus de décollecte que de collecte. Donc, nous, on espère viser une belle collecte et pouvoir déployer l'investissement. Mais effectivement, notre documentation, et ça sera l'occasion peut-être pour tous les clients et les prospects de se rapprocher de vos conseillers manuels. Dans notre documentation, il est prévu, en cas de blocage de marché, effectivement, la mise en place d'un marché secondaire ou d'autres types d'outils de gestion de la liquidité sur ce type de produit, en fonction de ce que nous permet, encore une fois, la réglementation au niveau de la SCPI. Oui. Alors, il y a une question aussi sur le délai de jouissance. Il y a une personne qui dit, bon, 5 mois, c'est pas très concurrentiel par rapport aux efforts de certaines sociétés de gestion. Là-dessus, je vais peut-être préciser une chose, c'est que actuellement, effectivement, on voit certaines sociétés de gestion qui réduisent le délai d'entrée en jouissance, certaines même le suppriment complètement. Mais souvent, ce sont des sociétés des SCPI qui sont en fait en phase de décollecte, c'est-à-dire qu'il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre. Donc évidemment, on ne va pas appliquer à celui qui rentre une période d'entrée en jouissance qui correspond au temps nécessaire normalement à aller investir dans des immeubles. Là, en fait, les immeubles sont déjà là. Et ils prennent la place de quelqu'un qui veut sortir et le rendement, il est déjà en place. Donc, c'est tout à fait logique que pour des SCPI déjà constitués et avec un courant plutôt vendeur, qu'on réduise, voire qu'on annule provisoirement, parce que ce sont en général des délais qui sont pilotés par les sociétés de gestion justement en fonction des flux et des opportunités. Donc c'est assez fréquent qu'on voit les délais d'entrée en jouissance bouger. Sur un démarrage d'activité, de toute façon, en dessous de 3 mois, c'est quasiment impossible parce que ce sont les délais nécessaires pour faire des acquisitions immobilières. Alors, il y a certains pays en Europe qui ont des délais plus longs, plus courts. On ne peut pas généraliser, mais il est tout à fait normal sur une SCPI qui se constitue et qui est en phase de collecte qu'il y ait un délai d'entrée en jouissance.
Et il est normal aussi que celles qui décollectent et qui ont des portefeuilles constitués fassent un geste, entre guillemets, en ne faisant pas supporter un délai d'entrée en jouissance qui n'aurait aucune raison d'être sur un plan financier. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous auriez aimé communiquer sur ce lancement de SCPI? Parce qu'on approche de la fin. Il est 19h26. On avait prévu 1 heure. Donc, je regarde rapidement s'il y a encore quelques questions qui mériteraient d'être posées. Mais si vous voulez conclure, je vous écoute. Si je peux conclure sur le marché immobilier, nous, on est convaincus que c'est un moment de marché propice au lancement de cette SCPI pour bénéficier des opportunités d'investissement. Je me permets effectivement d'appuyer le point que vous avez soulevé sur le fait, en étant diversifié, d'être aussi opportuniste dans la gestion de ce portefeuille au fil des années. C'était effectivement un élément très important de notre décision à être parti sur une SCPI diversifiée. Très bien. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois aussi. C'est quoi le nom de cette SCPI? C'est Edmond Rothschild Europa, qui correspond tout à fait à notre stratégie d'investir en Europe. C'est effectivement un continent que l'on connaît bien et que surtout le groupe connaît bien. D'accord, donc vous avez été jusqu'à mettre le nom de la maison dans le produit, donc grosse pression pour… Vraiment, c'est de pouvoir proposer cette SCPI et de mettre en évidence notre savoir-faire à destination d'une clientèle privée, ce qu'on faisait beaucoup plus auparavant avec des institutionnels. Donc, voilà, c'est ça l'objectif de cette SCPI. Très bien, écoutez, je vous souhaite une très belle réussite pour vous et pour les souscripteurs à venir de la SCPI Edmond Rothschild. On ne peut pas répondre à toutes les questions, il y en a quand même beaucoup, mais je pense avoir extrait les principales. Il est évident que nous allons répondre ensuite à toutes les questions des personnes qui ont assisté ou qui se sont inscrits au webinaire. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir pris du temps pour nous parler en avant-première de cette nouvelle SCPI sur le marché, qui va donc ajouter un peu de diversité, et pas forcément sous un angle marketing, mais plutôt sous une approche classique, SCPI européenne, diversifiée, d'une maison classique et qui a une expérience avérée dans la gestion d'actifs immobiliers. Donc, pour nous, gestionnaires de patrimoine, c'est toujours une solution supplémentaire qui vient enrichir les possibilités. Donc, on est ravis de voir ce dynamisme sur le marché et l'intérêt de la maison Rothschild pour les clients privés, pour nos clients. Merci au groupe Haussmann Patrimoine. Merci à tous. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir.